Ces réseaux qu'on ne voit jamais, mais qui décident de tout. Une candidature qui n'existe sur aucun bulletin, aucune affiche, aucun communiqué officiel. Et pourtant, tout le monde en parle comme si elle était déjà lancée. Comment une candidature informelle peut-elle devenir, en coulisses, l'une des plus structurées du pays? La réponse, selon une enquête récente du magazine Jeune Afrique, tiendrait moins à un discours public qu'à un maillage discret de soutien à l'intérieur même de l'appareil d'État. Nous allons regarder de plus près comment fonctionnent ces réseaux d'influence. Pas qui les composent en détail, mais comment ils se construisent et pourquoi ils sont souvent plus déterminants que les discours officiels. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons d'abord ce qui est établi. Franck Biya, fils aîné du président Paul Biya, est régulièrement cité dans la presse et par des analystes comme un prétendant informel à la vice-présidence de la République, poste créé par la révision constitutionnelle du 4 avril 2026. Il ne s'agit pas d'une candidature déclarée officiellement. C'est une hypothèse largement relayée dans le débat public camerounais, sans confirmation institutionnelle à ce jour. Autre élément régulièrement rapporté par plusieurs médias, dont Jeune Afrique, la première dame, Chantal Biya, serait opposée à cette perspective. Là encore, il s'agit d'une information rapportée par la presse, pas d'une déclaration publique directe des personnes concernées. Ce que révèle surtout l'enquête de Jeune Afrique, c'est l'existence supposée d'un réseau de soutien à l'intérieur même du palais présidentiel et du gouvernement. Des relais qui permettraient de faire remonter des dossiers, de peser sur des nominations, d'orienter des décisions, sans jamais apparaître publiquement dans ce rôle. Nous n'allons pas ici reprendre la liste précise de noms que cite ce magazine. Vous pouvez consulter l'enquête complète de Jeune Afrique pour ce niveau de détail. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le mécanisme lui-même. Partie 2. Le conflit. Deux logiques qui s'affrontent. Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette question de réseau se joue un affrontement plus large entre deux logiques de légitimité. D'un côté, une logique dynastique et informelle. Celle d'un fils qui, sans jamais se déclarer candidat, bénéficierait d'appuis construits patiemment à l'intérieur de l'appareil d'État, loin des projecteurs. De l'autre, une logique de camp, celle qu'on appelle parfois la nangasphère, qui s'opposerait à cette perspective par crainte de perdre de l'influence si un nouvel équilibre de pouvoir venait à s'installer autour de la figure du fils. Selon Jeune Afrique, cette opposition se manifesterait notamment du côté de la première dame elle-même. Faut-il y voir un désaccord familial, une divergence de vision sur l'avenir institutionnel du pays, ou une rivalité de pouvoir plus classique entre deux camps qui se disputent l'héritage politique d'un même homme? La question reste ouverte, et chaque lecture a ses défenseurs parmi les observateurs. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que cette tension illustre une réalité que peu de systèmes présidentialistes assument publiquement. La succession ne se prépare presque jamais dans la transparence. Elle se construit dans l'ombre, à travers des allégeances qui ne se déclarent jamais comme telles. Partie 3. Décryptage. Comment se construit un réseau de succession? Entrons maintenant dans une dimension encore plus intéressante de cette réflexion. Car lorsqu'on parle de succession politique, beaucoup imaginent immédiatement une scène presque hollywoodienne. Une réunion secrète dans une pièce sombre, quelques personnalités assises autour d'une grande table, des cartes étalées devant elles, un plan parfaitement organisé, chacun connaissant son rôle. La réalité, lorsqu'on observe les travaux de nombreux chercheurs en sciences politiques et les enquêtes journalistiques consacrées au système de pouvoir personnalisé, est souvent beaucoup moins spectaculaire, mais infiniment plus complexe. Les réseaux d'influence ne ressemblent pas toujours à des organisations parfaitement structurées. Ils ressemblent davantage à une toile d'araignée. Ou, pour parler avec une image bien de chez nous, à un grand marché camerounais un samedi matin. Vu de loin, cela paraît désordonné. Chacun marche dans sa direction. Les vendeurs parlent en même temps. Les clients négocient. Les motos passent. Les brouettes circulent. Les enfants courent. Et pourtant, sans qu'il existe un chef d'orchestre visible, tout finit par fonctionner. C'est souvent ainsi que les politologues décrivent les réseaux d'influence. Pas nécessairement une armée parfaitement disciplinée, mais une multitude de relations personnelles qui finissent par produire un effet collectif. Tout commence généralement par ce que les spécialistes appellent un point d'entrée. Dans les systèmes où le pouvoir est fortement personnalisé, celui qui aspire à jouer un rôle plus important ne s'adresse pas toujours directement aux institutions. Il passe souvent par des relais, des personnes de confiance, des intermédiaires, des personnalités déjà installées dans l'appareil administratif. Pourquoi? Parce que les institutions officielles possèdent des règles. Les réseaux informels, eux, fonctionnent surtout grâce à la confiance. La confiance devient alors une monnaie politique, parfois plus précieuse qu'un décret, plus solide qu'un organigramme, plus efficace qu'un long discours. Au Cameroun, on connaît bien une vieille expression populaire. On dit souvent « Celui qui connaît quelqu'un finit toujours par trouver la bonne porte ».
C'est une formule humoristique. Mais elle illustre un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup d'administrations à travers le monde. Les relations humaines comptent. Et en politique, elles comptent souvent énormément. La satire commence justement ici. Imaginez une immense administration. Sur le papier, tout est parfaitement organisé. Chaque bureau possède sa plaque. Chaque directeur possède son cachet. Chaque procédure possède son formulaire. Chaque signature possède son emplacement. Tout semble fonctionner comme une horloge suisse. Puis arrive un dossier sensible. Et soudain, le dossier ne voyage plus uniquement dans les couloirs administratifs. Il voyage aussi dans les conversations, dans les coups de téléphone, dans les rencontres discrètes, dans les cafés, dans les cérémonies, dans les salutations, dans les fameux « on va voir ça ». Expression extraordinaire. Au Cameroun, lorsqu'un haut responsable dit « on va voir », personne ne sait exactement qui va voir, quand, comment, ni même quoi. Mais tout le monde comprend que quelque chose vient de commencer. C'est presque un langage parallèle. Une diplomatie du sourire. Un ministère invisible de la patience. Puis vient la deuxième étape. Le réseau commence progressivement à s'élargir. Non pas nécessairement parce qu'une personne recrute officiellement les autres, mais parce que plusieurs intérêts finissent par converger. Un ministre possède une compétence stratégique. Un conseiller maîtrise certains dossiers. Un directeur contrôle une administration importante. Un technicien connaît parfaitement les rouages. Un autre dispose d'un solide réseau territorial. Petit à petit, les interactions deviennent plus fréquentes. Les consultations plus régulières. Les échanges plus nombreux. Et sans qu'un acte officiel ne soit signé, une forme de coordination peut parfois apparaître. Attention cependant. Il serait faux d'imaginer que ces configurations fonctionnent comme une entreprise privée. Les chercheurs insistent souvent sur ce point. La plupart de ces réseaux restent mouvants. Ils évoluent. Ils se recomposent. Ils se transforment au gré des circonstances. Aujourd'hui alliés. Demain concurrents. Après-demain partenaires. Puis de nouveaux adversaires. La politique possède parfois la mémoire très courte. Chez nous, on dirait presque un championnat de vacances. Aujourd'hui, tu joues dans l'équipe rouge. Demain, tu portes le maillot bleu. Après-demain, tu arbitres le match. Et le week-end suivant, tu redeviens supporter. Tout cela sans que personne ne trouve cela vraiment étrange. C'est aussi ce qui rend les analyses politiques si délicates. Car les réseaux d'influence ne sont presque jamais totalement figés. Ils ressemblent davantage à des bancs de poissons. Ils changent constamment de direction. Tous ensemble. Sans qu'on sache vraiment lequel donne le signal. C'est pourquoi les journalistes d'investigation restent généralement très prudents. Ils parlent souvent de présomption, de proximité, de convergence, de cercle d'influence. Mais ils évitent d'affirmer qu'il existerait un commandement unique, sauf lorsqu'ils disposent de preuves solides. Cette prudence est essentielle. Parce qu'entre une relation professionnelle normale et un véritable réseau politique, la frontière peut parfois être difficile à établir. Et c'est précisément cette zone grise qui nourrit tant de débats. La satire camerounaise adore ces zones grises. Chez nous, dès que 3 responsables sont aperçus dans le même restaurant, le quartier organise déjà un sommet extraordinaire. Si 4 véhicules administratifs stationnent devant le même bâtiment, les réseaux sociaux annoncent immédiatement un remaniement. Si 2 personnes se saluent chaleureusement, on explique déjà qu'une nouvelle coalition est née. Notre imagination politique fonctionne parfois plus vite que la fibre optique. Mais derrière le sourire, il existe une véritable leçon. Le manque d'informations précises favorise naturellement les interprétations. Plus les faits sont rares, plus les hypothèses deviennent nombreuses. Et lorsqu'il s'agit de succession politique, chaque silence prend une importance considérable. Chaque déplacement, chaque nomination, chaque apparition, chaque absence, tout devient matière à commentaires. On finit presque par analyser la position des chaises pendant les cérémonies officielles. Qui était assis devant? Qui était derrière? Qui a serré la main en premier? Qui a souri plus longtemps? Qui est arrivé 5 minutes avant les autres? Chez nous, certains observateurs sont capables de produire une analyse géopolitique complète à partir d'une photographie officielle. C'est presque un doctorat en lecture d'images. Pourtant, les spécialistes rappellent une évidence. Les réseaux d'influence existent dans de nombreux pays. Mais leur importance réelle varie énormément. Ils peuvent faciliter certaines décisions. Ils peuvent ralentir d'autres. Ils peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus.
Rien n'est jamais totalement figé. C'est pourquoi la véritable question dépasse finalement les personnes. Elle concerne les institutions. Car lorsqu'un système repose principalement sur des relations informelles, une interrogation finit toujours par surgir. Que se passe-t-il lorsque ces relations changent? Que devient l'équilibre construit autour des individus? Comment assurer la continuité lorsque les mécanismes reposent davantage sur les personnes que sur les procédures? Voilà le cœur du débat. Un État peut-il préparer sereinement une succession si celle-ci dépend principalement de réseaux informels, de relations personnelles et de convergences d'intérêts, plutôt que de règles institutionnelles pleinement établies et transparentes? C'est une question de science politique. Une question que l'on retrouve dans plusieurs pays, sous des formes différentes. Et c'est précisément parce qu'elle dépasse les personnes qu'elle mérite d'être posée avec calme, rigueur et prudence. Car, en définitive, les individus passent. Les réseaux évoluent. Les alliances changent. Mais les institutions, elles, sont censées garantir que la continuité de l'État ne dépende jamais uniquement des relations personnelles, des équilibres du moment ou des jeux d'influence. C'est peut-être là le véritable enjeu de toute réflexion sur la succession. Moins savoir qui pourrait succéder, que comprendre comment un système prépare, ou non, cette transition dans un cadre institutionnel clair, prévisible et stable. Partie 4. Analyse satirique. Le gouvernement de l'ombre, version officielle. Nous arrivons maintenant au point où la politique rejoint presque la comédie, ou pour être plus précis, la satire. Parce qu'il faut parfois rire pour réussir à comprendre des mécanismes qui, autrement, paraîtraient totalement absurdes. Bien entendu, ce qui suit ne vise pas une personne en particulier, mais un phénomène que les chercheurs en sciences politiques, les historiens et de nombreuses enquêtes journalistiques ont observé dans plusieurs pays. La coexistence entre des structures institutionnelles officielles et des réseaux informels d'influence. Sur le papier, tout semble parfaitement clair. Il existe une constitution, des ministères, des secrétariats généraux, des directions, des cabinets, des organigrammes soigneusement imprimés, des décrets de nomination, des communiqués officiels. Tout paraît fonctionner avec une précision presque mathématique. Mais dès qu'on s'approche un peu, on découvre que la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Parce qu'il existe parfois un deuxième circuit. Un circuit qui ne figure dans aucun journal officiel. Qui ne possède ni logo, ni tampon, ni papier à en-tête. Et pourtant, il peut jouer un rôle important dans la circulation de l'information, des conseils ou des influences. Attention, encore une fois. Parler d'influence informelle ne signifie pas affirmer l'existence d'une organisation secrète ou d'un complot. Les relations personnelles existent dans toutes les administrations du monde. Ce qui intéresse ici, c'est la manière dont elles peuvent prendre davantage de poids lorsque le pouvoir est fortement personnalisé. Et c'est précisément là que la satire commence. Imaginez un immeuble administratif flambant neuf. À l'entrée, un grand panneau indique. Tous les visiteurs sont priés d'utiliser l'ascenseur principal. L'ascenseur est magnifique. Climatisé. Brillant. Les boutons fonctionnent. La lumière est parfaite. Tout est conforme. Vous appuyez sur le bouton. Vous attendez. Puis vous attendez encore. Puis quelqu'un vous dit avec un sourire. Ah, vous utilisez celui-là. Vous répondez. Bien sûr, c'est celui qui est indiqué sur le plan. Il sourit davantage. Puis il disparaît derrière un mur. Quelques secondes plus tard. Vous entendez un autre ascenseur. Invisible. Silencieux. Plus rapide. Celui-là n'apparaît sur aucun plan. Mais certains semblent parfaitement connaître son existence. Évidemment, cette image est une métaphore. Elle illustre simplement l'idée que, dans certains contextes politiques, les circuits informels peuvent parfois sembler aussi importants que les procédures officielles. Chez nous, au Cameroun, on pourrait presque en rire. Parce que nous avons un sens extraordinaire de la débrouillardise. Quand une porte est fermée, quelqu'un connaît toujours une fenêtre. Quand la fenêtre est verrouillée, quelqu'un connaît le gardien. Quand le gardien est absent, quelqu'un connaît le cousin du gardien. Et lorsque personne ne connaît personne, il y a toujours quelqu'un qui affirme « Laisse-moi seulement gérer ». Expression mythique, mystérieuse, puissante. Personne ne sait exactement ce que signifie « gérer ». Mais tout le monde comprend que quelque chose va probablement bouger. C'est presque une institution nationale. La politique fonctionne parfois avec cette même logique. Officiellement, tout suit une procédure. Officieusement, les relations humaines accélèrent parfois certaines discussions. Encore une fois, cela ne signifie pas que les règles disparaissent. Cela signifie simplement que les interactions personnelles peuvent jouer un rôle important. Et ce phénomène n'est pas propre au Cameroun.
Les politologues l'ont décrit dans plusieurs systèmes où les centres de décision gravitent fortement autour d'un nombre limité de personnalités. Plus le pouvoir est concentré, plus les réseaux de proximité deviennent stratégiques. Plus la proximité devient stratégique, plus chacun cherche à démontrer qu'il appartient au bon cercle. Et c'est là que commence un spectacle presque fascinant. Parce que dans ces moments-là, les allégeances deviennent parfois plus visibles. Non pas parce qu'elles sont officiellement proclamées, mais parce qu'elles apparaissent dans les comportements. Certains multiplient les déclarations publiques. D'autres choisissent le silence. Certains deviennent très présents. D'autres disparaissent momentanément. Certains semblent attendre. D'autres donnent l'impression d'anticiper. Chaque geste est observé. Chaque déplacement est interprété. Chaque photographie est analysée. Au Cameroun, soyons honnêtes. Nous sommes devenus des champions dans cette discipline. Une simple photo officielle peut produire 3 jours de débat. Qui était placé au premier rang? Pourquoi cette personne souriait-elle? Pourquoi l'autre regardait-il ailleurs? Pourquoi celui-ci avait-il les mains croisées? Pourquoi celui-là portait-il une cravate bleue? Pourquoi l'autre est-il arrivé avec 3 minutes de retard? À ce rythme-là, même les photographes finissent par devenir des acteurs politiques malgré eux. Les réseaux sociaux transforment parfois une image en roman de 500 pages. Et pourtant, cette effervescence révèle une réalité. Lorsqu'un système communique peu, chaque détail prend une importance disproportionnée. Le moindre indice devient un message. Le moindre silence devient une déclaration. Le moindre déplacement devient un événement. Voilà pourquoi les périodes d'incertitude sont toujours aussi particulières. Elles obligent chacun à se positionner. Parfois volontairement. Parfois malgré lui. Et c'est précisément ce que montrent de nombreuses analyses consacrées au système de pouvoir personnalisé. Lorsque le sommet devient moins visible, les équilibres internes deviennent davantage perceptibles. Les proximités apparaissent. Les distances aussi. Les convergences également. Non pas parce qu'elles seraient nouvelles, mais parce que les circonstances les rendent plus visibles. Au fond, le véritable enjeu n'est peut-être même pas de savoir qui parle avec qui. Le véritable enjeu est de comprendre si les institutions sont suffisamment solides pour fonctionner sans dépendre principalement de ces relations personnelles. Car une démocratie mature ne repose pas sur des portes cachées. Elle repose sur des règles connues de tous. Elle repose sur des procédures transparentes. Elle repose sur des responsabilités clairement établies. Et surtout, elle repose sur une idée simple. Le citoyen ne devrait jamais avoir besoin de deviner où se prennent réellement les décisions. Conclusion. Au terme de cette analyse, plusieurs éléments méritent d'être distingués avec rigueur. D'un côté, des faits rapportés publiquement. Une enquête publiée par Jeune Afrique évoque l'existence d'un réseau d'influence qui se serait progressivement constitué autour d'une éventuelle perspective successorale. D'autres informations de presse ont également fait état de divergences supposées entre différents cercles du pouvoir. Ces éléments relèvent du travail journalistique et doivent être compris comme tels, sans être présentés comme des faits définitivement établis. De l'autre côté, une réflexion plus large. Car ce dossier dépasse largement les noms des personnes évoquées. Il pose une question universelle. Comment les systèmes politiques organisent-ils leur succession lorsque les mécanismes institutionnels restent peu visibles? Comment distinguer les responsabilités officielles des influences informelles? Comment renforcer la confiance des citoyens lorsque les décisions paraissent difficiles à lire depuis l'extérieur? Ce sont ces interrogations qui intéressent les chercheurs, les observateurs et les journalistes. Et elles concernent bien plus que le seul Cameroun. L'histoire politique montre que de nombreux États ont connu des périodes où les réseaux personnels semblaient occuper une place importante dans les processus de décision. Mais elle montre aussi qu'avec le temps, les institutions les plus solides sont souvent celles qui rendent leurs mécanismes de fonctionnement plus transparents et plus prévisibles. Au fond, la véritable question n'est peut-être pas de savoir qui pourrait influencer une succession. La véritable question est plus simple.